Et en plus de ça, moi j'appelle ma mère, je sais pas si tu te souviens, j'appelle ma mère, je lui raconte, je suis tombé, ma mère, elle ne me croit pas au téléphone. Après avoir acheté un NFT sur notre site, vous deviendrez un membre exclusif de notre club. Cela veut dire que votre NFT est une carte d'accès privée au Panthéon Business Club. Et aussi longtemps que vous garderez votre NFT, vous ferez partie de notre cercle d'entrepreneurs 3.0. Le Panthéon sera notre plateforme en ligne sur laquelle vous pourrez vous connecter avec votre carte membre. Elle vous permettra d'accéder à nos prochains événements exclusifs dans lesquels vous pourrez discuter avec d'éventuels partenaires et investisseurs. C'est également sur cette plateforme que vous retrouverez les vidéos des meilleurs formateurs et entrepreneurs français, ainsi qu'un carnet d'adresses ultra complet pour mettre toutes les chances de votre côté. Le but est de créer une synergie au sein du club pour que tous les entrepreneurs passent à la vitesse supérieure. La révolution est en marche, le futur est sous vos yeux. Nous avancerons ensemble, comme une famille, et déterminés comme jamais. Tous nos échecs. Et bon, on va démarrer par un bel échec. En vrai, c'est plutôt un raté, on va dire. Franchement, et c'est pas de notre faute. Mais c'est un gros échec et franchement là, on a le seum de fou. On est à l'aéroport, donc on était à Dubaï pour tourner des vidéos avec des formateurs, Tammy Kabash, Patrick Pelonero pour le Panthéon Business Club. Et on devait prendre l'avion, on arrive franchement 2 heures avant le décollage. Bref, le check-in ça a été hyper long pour pouvoir poser les bagages. On est arrivé 45 minutes devant la meuf et elle nous dit ah bah non, les portes elles sont fermées, ça ferme 1 heure avant. Alors que le mec nous disait Lyon, Lyon, oui on est là, Lyon. Il disait ok, stay here, restez ici pour les non-anglophones. Restez ici tout ça, ok c'est bon, non mais c'est bon, il n'y a pas de souci, faites la queue, on arrive, c'est fermé. Donc bien sûr, on s'est un peu embrouillé avec le mec et tout machin. Et surtout, donc là, on est dans l'aéroport. On avait le départ à 15 h normalement. Et on devait rentrer chez nous le soir même. Voilà, c'est un direct, Dubaï-Lyon. Là, on a 2 escales. On part à minuit, 23h55. On va à Doha, Qatar. Donc on fait 1 heure d'avion, 1h30 d'escale. Après, on va à Londres. Donc 7 heures d'avion ou 6 heures d'avion, 2 heures d'escale, un délire comme ça. Et après, on fait Londres, Lyon. Donc on va arriver demain à 11 h chez nous. 11 h à l'aéroport. À 11 h à l'aéroport. 11h30 même à l'aéroport. Et bon, bien sûr, on avait pas mal de trucs à faire, pas mal de vidéos prévues. Vous imaginez bien qu'avec ce projet-là, on est pris dans tous les sens. Donc, on ne pouvait pas se permettre de louper une journée. On vous fait cette vidéo en direct de l'aéroport. Et puis, au moins, on passe le temps, on passe un bon moment avec vous parce qu'on essaye d'oublier un peu cette galère-là. Mais ça nous a tendu un bon moment. Hein. Franchement, en plus de ça, on vient de manger un truc dégueulasse. Ah ouais, vous irez voir le vlog. Pareil, on a sorti. Franchement, c'était infect. Donc là, on s'est dit, en vrai, c'est l'occasion. On devait le bosser demain. On s'est dit, voilà. Alors, le décor, il est pas ouf. Le son, il est peut-être pas parfait. Mais au moins, vous avez ça comme ça à chaud. Nos pires échecs. Pourquoi? Parce qu'avec Botifem, on en a eu pas mal. Et donc, on s'est dit, c'est important qu'on fasse une vidéo, qu'on vous explique un petit peu ce qui s'est passé et tout. Et le premier, il y en a qui nous suivaient déjà, qui nous connaissaient, c'est nos premiers programmes Apollon et DS. C'était pas un échec dans le sens où les programmes ont été une réussite incroyable. On en a vendu énormément. C'est fait vraiment connaître par le grand public grâce à ces programmes notamment. Mais on va vous expliquer comment ça a été un échec financier. Parce que bien sûr, là, ce qu'on parle, c'est essentiellement d'échecs financiers ou en tout cas qui touchent à la société Bodytime, société qui œuvre dans le coaching sportif. Donc c'est-à-dire que voilà, nous on était sur YouTube, on était les plus suivis dans le fitness, musculation. C'était pas du tout la même époque, hein. Il y avait beaucoup moins de monde sur YouTube, mais ça cartonnait pour nous, ça marchait bien, etc. Et donc on se fait contacter par une société allemande d'investissement qui nous dit voilà, on a monté tel et tel concept en Allemagne, un programme de transformation avec une application qui va avec, on a la technologie pour pouvoir débloquer les semaines petit à petit pour que les gens reçoivent en gros le programme. Et c'est tout en vidéo, etc. Il y avait des vidéos un peu, ça nous montrait ce qu'ils avaient fait là-bas, c'était grave classe et tout. Que maintenant ça paraît peut-être basique, pas mal de gens ont copié, mais quand c'est sorti ça, nous, c'était, je veux dire, très novateur en France. Et 2014-2015, personne n'avait une application vidéo sur du coaching sportif en France. Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Déjà, avoir une application, c'était incroyable. On discute avec eux, ils nous invitent à Berlin, on y va, on est reçus, mais alors comme des rois, on y allait plusieurs fois. Les plus beaux hôtels, Grand Hyatt. On avait toujours un chauffeur, tu te souviens, avec classe S Mercedes, les limousines, la Mercedes magnifique. Pas la classe S simple, la classe S limousine avec les LED et magnifique. Tout. Ils nous ouvraient les portières, on avait
Vraiment, on était dans les plus belles suites de l'hôtel, etc. Donc bien sûr, pour nous, ils pesaient, ils avaient beaucoup d'argent, ils allaient pouvoir investir beaucoup dans ce programme. Donc ils nous disent ouais voilà, mais l'allemand il a déjà un programme, ça marche super bien, on met juste vos têtes et tout. Non, nous on est coach sportif déjà, premièrement. Ça faisait des années qu'on avait fait du coaching, qu'on avait transformé des gens et c'était notre spécialité, la transformation physique. Donc je dis bah non, nous on fait notre programme. Ok, vous inquiétez pas, vous allez voir, pour nous ça allait encore mieux marcher parce qu'on est sûr de nos produits. Mais bref, on fait le programme, il s'occupe de tout le marketing, on réfléchit au nom, on trouve nous le nom. Apollon DS, bien sûr, ça vient de nous. On trouve le nom, on fait le programme, la diète. L'alimentation, on prépare tout. Voilà, on essaie de revoir, on aime certains exercices, on essaie de faire un truc vraiment complet mais qui nous ressemble. C'était vraiment un truc où on a passé quand même énormément de temps là-dedans. Et on les laisse bien sûr s'occuper du marketing, en tout cas de toute la stratégie marketing qu'il y avait autour. Ça avait super bien fonctionné pour en Allemagne. Donc bien sûr, on fait la même chose, on tease, on prend un groupe test de personnes qui testent le programme en avant-première gratuitement. Les résultats, ils sont ouf et on tease pendant des mois comme ça parce que le programme, il dure 3 mois. Donc il fallait qu'on attende 3 mois que tout le monde fasse le programme et on tease, on commence à sortir des transos. Les gens, ils sont fous. Ils n'ont jamais vu ça en transformation sur YouTube, sur les réseaux sociaux, même sur Internet. Et donc, tout le monde veut ce programme, tout le monde en parle, en tout cas toute notre communauté, bien sûr. Arrive le moment du lancement. Ouais, c'était début décembre. Début décembre. Et nous, on avait un club de sport en plein air à l'époque. PJ donnait son cours à Lyon. Moi, je donnais mon cours à Grenoble. C'était un club qu'on avait monté. On sort et tout. Donc, c'était le jour du lancement. Un peu de stress, tout ça. Mais on allait lancer le truc. Et le programme, il fallait savoir qu'on le vendait 300 €. Sauf que jusqu'au jour du lancement, personne n'était au courant du prix. On n'avait pas annoncé les prix. Et à l'heure actuelle, c'est pareil, encore une fois, ça paraît simple. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqué à l'époque, qui par la suite, d'autres coachs ont vendu des programmes à 300 € et je pense qu'on a aidé à démocratiser tout ça. Mais c'est vrai qu'on se fait flinguer sur les réseaux. Donc nous, on sort, on se fait flinguer, c'est un peu dur parce que c'était que nous l'image. Et en fait, après, on arrive à être en contact avec les jeux et on voit qu'il y a quand même beaucoup de ventes. Donc honnêtement, on se dit bon, il y en a beaucoup qui nous insultent, mais il y en a beaucoup qui achètent aussi, donc hyper content. Et on se dit donc nous, voilà, on a le pourcentage sur les bénéfices. Voilà, franchement, on va très bien gagner notre vie maintenant. On pensait un peu avoir tout niqué, sauf que le problème, c'est qu'avec cette société, ce qu'ils faisaient, c'est que eux, ils étaient beaucoup plus avancés que nous dans le business, beaucoup plus malins et en fait plus vicieux surtout. Ils avaient une autre boîte, enfin 2 autres boîtes, dont une en Hollande, et en fait qui sous-traitaient, mais pour des trucs qui n'avaient rien à voir. Hein. C'était juste marqué sous-traitance, informatique, machin. Cette boîte, et donc en fait, ça cutait les bénéfices de la société. Donc imaginez, on rentre 100 €, on dit on fait 50-50. Sur les bénéfices, sauf qu'en fait, normalement, c'est 100% de bénéfices, il y a très peu de com, enfin voilà. Il faut juste préciser en fait, les bénéfices, c'est quand tu vends quelque chose, pour faire très simple, tu enlèves ce que ça t'a coûté, le reste c'est tes bénéfices, c'est vraiment ce que tu as gagné en gros. Nous, il n'y avait pas beaucoup de personnes, il y avait 2-3 personnes salariées en plus qui bossaient avec eux, et après on devait se répartir les bénéfices entre les gens associés de la société. Et donc un petit peu de Facebook Ads, voilà, de com, mais après le reste, tu te le répartis. C'était des gros billets qui avaient été investis, c'était des grosses applications, tu avais le mec qui avait développé l'application, tu avais les investisseurs, et tu avais nous. Donc nous, la part était plutôt belle sur le papier en tout cas. Et on se rend compte à rien toucher. On prenait un petit peu de sous, mais en fait énormément de moins. On se rend compte que ce qui nous revient de droit. Donc on a sorti Apollon, peu de temps après en fait, on avait tourné DS avant même qu'Apollon sorte. C'est pas les versions de maintenant, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes programmes. C'était sur 10 semaines déjà. C'était sur 10 semaines, c'était pas du tout la même chose, mais c'est le même concept de transformation. Et pour l'époque, ils étaient très bien. Après, je veux dire, si on sortait ça maintenant, honnêtement, on trouverait ça un peu pourri, mais pour l'époque 2014-2015, on a aidé beaucoup de gens en fait à se mettre comme ça là-dedans dans le sport. Et oui, bref, le Apollon 2.0, DS 2.0, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus complet. Et bref, on n'est pas là pour faire la pub, mais et les transformations sont encore plus folles. Et du coup, en fait, voilà, on se rend compte de ça. Donc après, on a pas mal de discussions. On va plusieurs fois en Allemagne. Là, déjà, les tensions, elles se tendent un peu. Les hôtels, ils sont un peu moins beaux. Ouais. Et tu te rappelles quand ils se lèvent, ils crient. Un coup, il y en a un, il se lève, il crie. Wow, tu sais, on se regarde, on rigole un peu. On lui dit, mais assis-toi, qu'est-ce que tu vas faire? Celle-là, on a pris la première fois la requête qui nous suit toujours. On a toujours le même conseil et on vous conseille de bien vous entourer à ce niveau-là. Voilà, échec en quelque sorte parce que bien sûr, on a pris un peu de sous, mais c'est pas grand-chose comparé à ce que eux ils ont gagné avec ce programme-là. Mais derrière un échec, il faut toujours voir le positif. Et là, on y voit le positif, c'est qu'on a appris énormément. De ouf. Énormément sur le marketing parce que nous, on est des coachs sportifs. On sort de la fac de sport. On est préparateur physique de base. On n'a pas appris à marketer, à brander, à faire monter la sauce et le suspense et tout ça. Donc, on apprend énormément. On apprend énormément sur le marketing, sur comment ça se passe. Et bien sûr, le programme a été un carton. Tous les gens qui le faisaient étaient satisfaits parce que le produit était bon. Eux, ils ne savaient pas que nous, derrière, on prenait pas grand-chose.
ça nous disait allez, vous profitez des gens et 300 € parce que pour les gens, tu vends un programme 300 €, tu as 150 € dans ma poche et 150 € dans la poche. Seulement. Donc tout ça, ça nous a appris énormément. Ça a été, je pense, un mal pour un bien. Après, on a pu faire les programmes Beauty Time et Wolf où on a encore optimisé, on a mis beaucoup moins cher. Et Apollon et DS 2.0 sur 3 mois avec beaucoup plus de choses, plus de vidéos, plus je voulais rajouter un truc, de recettes. C'est qu'on avait un contrat de non-concurrence. C'est-à-dire qu'en quittant cette société, en arrêtant de faire Apollon et DS, on n'avait pas le droit de faire de programmes similaires. Il y avait des critères en gros qui étaient un programme entre temps et temps de semaine, sur la transfo physique, etc. Et c'est donc pour ça aussi qu'on a fait un programme qui a cartonné, c'est Wolf et Beauty Time, ils ont cartonné, ils cartonnent toujours d'ailleurs. Et on a fait même la suite pour vous dire, donc c'est que 28 jours et c'est comme ça qu'on est sorti de la non-concurrence, en changeant les délais et en étant hors délai. On ne pouvait pas refaire directement Apollon et DS 2.0, c'est pour ça qu'on a attendu. Et après, au final, depuis, il y a combien de personnes qui ont sorti des programmes de 28 jours, d'un mois comme nous? Énormément. Énormément parce qu'en fait, on se rend compte que pour certains objectifs et au poids du corps, en un mois, on peut faire des choses de ouf et surtout les gens peuvent refaire le programme jusqu'à qu'ils atteignent vraiment leur objectif final. Bref, voilà l'échec de Apollon DS qui au final nous a quand même servi. Deuxième échec, donc c'est sûrement quelque chose que vous ne saviez pas qu'on était dedans en fait. On s'était associé avec deux jeunes entrepreneurs suisses-allemands et on avait créé la marque de vêtements qui s'appelait Aesthetic Design. Donc ça devait être 2015. À savoir, on avait déjà Body Time collection en vêtements, mais on était plutôt positionné entre guillemets sur un moyen de gamme, voire un petit peu plus bas, ou pour le sport, voilà, nous on était dans une gamme un petit peu C'était du merch quoi, le but c'était que le plus de gens possible le portent. Voilà, on va dire par exemple pour donner un ordre d'idée, une veste on la vendait 35 € et là en fait on s'est associé avec eux vraiment très très fort. C'est deux mecs qui sortent d'une école de design, qui viennent... bon. Oui, très bon. Très qualité exceptionnelle, design novateur. À l'époque, ils avaient pensé à faire passer, tu sais, il y avait des ouvertures pour passer les écouteurs. Ouais, il n'y avait pas les AirPods. Il n'y avait pas les AirPods, hein, on parle, c'était il y a des années. En fait, ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient qu'on soit les égéries de cette marque-là. Ah oui, sauf que nous, on a tellement kiffé la marque, mais vraiment, hein, ceux qui se souviennent, on en porte encore, le truc, il n'a pas bougé. On avait fait des débardeurs, des suites à capuche, la qualité, elle était vraiment, vraiment bien. Et nous, tellement qu'on kiffe à ce moment-là, on leur propose de s'associer. On s'associe avec eux, on lance la marque, ça marche bien, les pulls se vendent bien. On avait même fait des vidéos, on allait livrer les gens, tu te rappelles, le colis, ah ouais, on etc. avait été livré directement. Et vraiment, là, la marque était super belle, tout ça. Sauf que c'était des designers et pas des entrepreneurs. Et nous, on avait besoin de sortir des nouveautés, on avait besoin de sortir de nouveaux trucs. C'est ça, on avait fait en fait deux pulls, deux débardeurs et un short pour les filles. Voilà. Le short pour les filles n'a pas marché. Les pulls, ils ont cartonné. Les débardeurs, ils ont bien marché, même si il nous en restait un peu. Mais les pulls, on a très vite été en rupture de stock. Et en fait, ils ont été hyper longs à restocker. Et surtout, ils bossaient sur la collection d'après. Mais tu te souviens, ça a dû durer pendant un an et demi où ils ont bossé sur la collection et elle n'est jamais sortie, cette collection. Ils sont jamais allés au bout. C'est des gens, c'était tellement pointilleux, les boîtes, elles étaient optimisées. Il y avait vraiment tout. Nous, franchement, on était séduits. C'était des jeunes qui étaient, on va dire, adorables. C'était vraiment, on s'entendait hyper bien. Mais ça a fait qu'en fait, plus de stock, forcément, tu vends plus. On savait plus trop quoi leur dire à part, ouais, mais les gars, là, faut qu'on sorte la suite, faut qu'on sorte la suite. Il y en a un qui a repris un job. L'autre, après, petit à petit, on avait moins de nouvelles, il a lâché. Donc, en fait, on a fait une rupture. Je pense qu'entre eux, ça s'est plus très bien passé. Peut-être, ouais. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on n'avait plus trop de nouvelles. Et puis, nous, on était sur plein d'autres projets. C'était vraiment un projet sur lequel on s'était associés. Ok, c'est vous qui développez le tout. Ouais. Nous, on en fait la com, on les porte, on en fait la promotion, on donne nos avis sur les collections, tout ça. Mais vraiment, c'était carte libre pour eux et on était bien sûr minoritaire dans cette société-là. On avait fait un pacte d'associés et tout, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, on avait 35%. Donc voilà, c'était un échec. Minoritaire. C'était un échec parce que nous, pour créer ces contrats, pour tout ça, c'est nous qui avons engagé des frais parce que de base, eux, ils ne souhaitaient pas s'associer et puis ils n'avaient pas spécialement le budget pour créer une nouvelle structure, tout ça. Donc c'est nous qui avons tout dépensé pour ça et bref, c'est dans ce sens-là où ça a été un échec alors que vraiment la qualité, les sapes et tout étaient incroyables. En fait, on n'a même pas perdu de sous avec parce qu'on a récupéré un petit peu les sous. Oui. Via des ventes, donc c'est pas un échec financier. C'est plus dommage parce qu'en plus on était un peu déçus d'arrêter parce qu'avec eux on s'entendait bien et qu'on sentait qu'il y avait un potentiel. Mais voilà, on aurait pu être un peu un Gymshark un peu plus classe, encore vraiment une qualité de ouf. Mais voilà, ça l'a pas fait. Allez, troisième échec. Il va vous plaire. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. On a fait Ninja Warrior, on a glissé directement. On est tombé
On n'a même pas terminé la première épreuve qu'on est tombé dans l'eau. On va vous le raconter encore une fois pour ceux qui aiment la croustillance. On se fait contacter. On est en vacances en Martinique, chez Pascal Rico. On se fait contacter. Oui, il y a l'émission Ninja Warrior qui tournait déjà aux États-Unis. On connaissait et on kiffait. L'émission Ninja Warrior qui va arriver en France. Est-ce que ça vous intéresserait de participer, etc. Bah oui, pourquoi pas. Ok, faites-nous une vidéo, les gars, juste vous présenter sur la plage. C'était une fille qui s'appelle Alizée d'ailleurs, qui travaille pour une agence de casting, qui nous envoie ça. On fait notre vidéo vite fait sur la plage, tout ça. Ok, super les gars. Tel jour, il y a les tests à Paris, machin. On dit non, mais nous c'est mort. Dans 2 semaines, les tests à Paris, on est en Martinique, on pourra pas être là. Elle nous dit ok, bon ben, ok, c'est pas grave. J'ai vu avec la prod, c'est pas grave, ils vous prennent quand même, etc. Venez, machin, c'est à Cannes, telle date et tout. Nous super chaud. Nous super chaud, machin. S'entraîne pas. Je veux dire, c'est pas non plus toute notre vie. On voulait faire l'émission. Je pensais que ça allait être bien. Pour nous, c'était très facile. Le premier parcours, en tout cas, après, on se disait, oh, l'endurance musculaire sur les mains, les poignets et tout. Faudra travailler un peu ça, mais bon. Et comme tout, hein, c'est pas quelque chose qui nous fait vibrer. On n'est pas là à se préparer pendant 6 mois pour un jeu télé. Bref, mais on est confiant. À ce moment-là, on est super confiant. On voit les trucs, faut sauter, traction, tu te passes, les trucs de singe, un trampoline. Bref, ça, je veux même dire, le truc comme ça, là, tu sais, on avait déjà testé testé plusieurs fois, dont au Maroc, on y arrivait bien avec des barres de muscu, je sais pas si tu te souviens. Des machins en bois. Franchement, on était quand même confiants. Et on ramène tous nos potes. Tout le monde. À Cannes. Et faut savoir, en fait, quand t'es éliminé, tes nuits d'hôtel, ce qui reste, genre c'est du lundi au dimanche, du lundi au vendredi. Tu te souviens, on arrive le dimanche, ta nuit du dimanche au lundi elle est payée, lundi au mardi c'est payé, mais si t'es éliminé le lundi soir, et en fait les autres nuits après, t'es pas payé, sont pas offertes. Et nous on avait invité nos potes et tout. On invite nos potes, on va à Ninja Warrior. Moi, il y a Capucine dans les tribunes. L'émission, elle va pour commencer. Là, et il nous place des micros pendant l'après-midi où en gros on fait la reconnaissance du parcours. Mais c'est une reconnaissance visuelle. Tu ne testes pas. Il y a un mec qui est là, qui montre à tout le monde ce qu'il faut faire. Le mec, il a fait des milliers de fois le parcours. Il montre comment. Et quand il te le montre, tu te dis… Easy, il est en train de marcher le mec. On est là, on regarde ça et nous à ce moment-là ils nous ont placé des micros parce que nous ils nous ont fait venir parce qu'on a une influence, parce qu'on était suivis sur les réseaux sociaux, on est coach sportif, tout ça. Donc c'était le début où en fait ils prenaient un peu des influenceurs, des personnes un peu reconnues dans leur domaine pour augmenter les audiences télé. Donc nous ils nous placent des micros à ce moment-là, il y a un caméraman qui est tout le temps sur nous pendant la reconnaissance et tout et on chambre tout le monde. Mais genre on fout le trac à tout le monde pour dire oh là là, ça glisse. On est là et on rigole. On fait comme d'habitude, comme dans nos vidéos YouTube. Ceux qu'on connaît un peu, qu'on a déjà vu, voilà, attention, machin, là il paraît que c'est hyper dangereux. Tu vois, on raconte un peu 2-3 conneries et puis les gens ils rigolent avec nous. Ça a toujours été un peu notre façon d'être. On n'est pas là à stresser ou à montrer quoi. On est plus dans la rigolade ou à détendre un peu l'atmosphère, même quand c'est pas le cas. Mais bon, bref, arrive le jour J, le jour de l'émission. Faut savoir, on est avec PJ, les tout premiers mecs à avoir testé un parcours Ninja Warrior en France. Mais tu te souviens déjà, on reçoit les numéros genre 47, 48 ou je sais pas 42, 43, mais c'était loin, c'est dans les 40, 50. Et je me dis ah bah tu vois on a le temps. Et là ils appellent. Allez, on va attaquer numéro 47, numéro 48, numéro 49. Je dis putain, c'est nous. C'est nous. Et à ce moment-là, il n'y a pas une seule émission Ninja Warrior qui a déjà été tournée. C'est vraiment la toute première fois. Le premier Ninja Warrior, la première émission, les premiers candidats, c'est nous. Ils nous expliquent le truc, tout ça. Et en fait, il y a la première épreuve, c'est, vous connaissez sûrement, c'est les plateformes, j'arrive pas à le faire. Voilà, les plateformes comme ça, où tu vas sauter de droite à gauche. Et il y a un petit trait rouge dessus, vous regarderez dans les vidéos, il y a un petit trait rouge. Alors, en gros, ils te disent, mets bien le pied sur le trait rouge. C'est là en gros où tu es le mieux positionné. Ça grippe un peu. Ça grippe un peu, c'est là où tu es le mieux positionné pour prendre appui et passer d'une plateforme à l'autre. PJ, tout premier, c'est toi. En fait, on s'était dit, nous avait dit accrochez-vous de l'un à l'autre avec les mains. Après, l'autre technique, c'est de faire en sautant ou de faire 3 petits pas. En vrai, il y a 3 techniques. Mais même l'après-midi, nous, on disait aux gens, on va s'accrocher, on prend pas de risque parce que typiquement, on disait, si on peut tomber, c'est sur ce genre d'épreuve de merde. Parce qu'après les tractions, les machins, enfin voilà, on était plutôt confiants. Le mur à 3 mètres ou 3 mètres 50, on était à l'aise. Bref. Et moi, le tout premier à partir, sauf que voilà, Sandrine Piaetier, machin, elle te parle body time. Et attends, dans notre contrat de droit à l'image, on devait être torse nu. Ils nous ont demandé d'être torse nu, les gars. Notre marque, tu te souviens, on a mis nos t-shirts body time, ils nous avaient fait enlever nos t-shirts. Ouais. Et on avait machin. Et en plus, comment ça passait? Ah, bah ça fait les malins, torse nu. Oh, c'est dans le contrat, vous nous avez demandé. Ah, ils sont malins. Et là, t'es là, t'as le chrono, les flammes, le public. Ouais, PJ. Tu te dis, attends, moi, je vais aller m'accrocher.
comme un enfant de CM2 qui fait son parcours quand on faisait des cours, tu te souviens, aux enfants, on leur faisait faire ça. Donc je pars et en fait dans ma tête, tu sais, c'est un peu, tu sais pas, est-ce que je saute, je m'accroche, t'as quand même le stress. Je veux dire, on fait les malins, mais t'es quand même un minimum stressé. Est-ce que je saute, est-ce que je m'accroche, je glisse un tout petit peu le pied, c'est bord de cadre. Vraiment en fait, je m'élance, tu sais, genre je sais plus ce que je dois faire. Et je crois que je fais un premier appui ou non, je fais 3 petits appuis, mais tu sais, un peu nonchalant. Non, t'en fais un. Non, je fais puis 3 d'abord, un après. Parce que je me rends compte que j'ai sauté trop loin, donc je suis trop loin dans le truc, donc je fais qu'un. Et là, je me dis merde, faut que je saute sur l'autre, sauf qu'en ayant fait qu'un appui, genre je me casse la gueule, je crois que j'ai les jambes, j'accroche le truc. Je sors, Sandrine me dit, elle me dit pourquoi t'as fait ça? Tu sais, genre pauvre merde. Tu dis, je peux refaire? En rigolant, j'ai bien compris, mais tu sais, t'as le seum. Elle me dit, non, t'as pas le droit, c'est pas ça les règles. Je dis, non, mais je sais. Et je dis, Alex, accroche-toi, frérot. Franchement, j'ai la honte, tu sais, accroche-toi, tu vois. Je suis tombé direct, je suis premier à passer, je tiens 2 secondes, j'ai plongé dans l'eau. Et là, c'est Alex. Et là, c'est moi, pareil. Les flammes, et capucine, machin, moi, fier, tu sais, je veux. Ouais, mais tu te dis, putain, faut quand même, j'assume. Ah oui, un non, peu. je flippe ma race. Je flippe. Il vient de tomber, il vient de tomber. Et déjà, en fait, même avant de flipper, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je me dis, même, tu vois, moi, je veux au bout. Je pense que si j'avais réussi, t'aurais réussi. Parce que tu pars pas avec le même état d'esprit. Là, peut-être, je sais pas. Je m'accroche, tac, je regarde après, tac. Je m'accroche. Et en fait, le truc est tout mouillé. Les 2 plateformes comme ça, elles sont toutes mouillées. À cause de moi. Non, même pas, même pas. Et en fait, le truc rouge donc, qui disait, à chaque fois que je pose mon pied dessus, mon pied, il glisse un peu. Et sur le dernier appui, donc en fait, tu fais tac, 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 mais le dernier, il est de face. Donc tu dois passer de là à là. Donc en fait, c'est pas un appui frontal. C'est un appui pour aller sur ton profil. Tu vois, quand tu prends appui sur un truc là à 90, le truc est devant toi, mais tu dois aller là-bas sur le teco. Donc t'as pas le même appui. Le truc est tout mouillé. Moi, je garde quand même le pied comme un con parce qu'on m'a dit de garder ce pied sur ce truc rouge. Et là, mon pied glisse. Je me rattrape tout de suite au truc. J'ai un pied qui touche l'eau. Hein. Je sais pas si tu te souviens, je tombe pas dans le retour. J'ai un pied qui touche l'eau. Ce bruit de merde là et la honte. Et la honte. Et là, eh ben, tous les amis sont là pour admirer notre défaite. On a payé 3 nuits d'hôtel à tout le monde parce qu'on leur avait promis qu'on resterait à Cannes. On a fait 3 interviews par la suite, tu te souviens, tout de suite après. Horrible. Un peu plus loin, donc moi j'avais le short trempé, j'étais quand même tombé dans l'eau. Un peu plus loin. Et encore après, ils nous ont fait aller là sur les marches de Cannes et nous reposer toujours les mêmes questions. Pensez pas que vos abonnés vont être déçus, pensez pas que vos abonnés vont vous en vouloir. En fait, ils veulent à un moment donné que tu t'énerves un peu, tu dis non, mais je les emmerde ou tu vois, pour un peu avoir un truc de buzz. Nous, non, bah, Nous, voilà, ils nous suivent pas pour ça. Enfin, je pense que bah, ils seront déçus, mais et il insistait, on n'a pas lâché l'affaire. Je pense qu'on a été un peu lisse pour eux. Nous, il y avait dans notre contrat aussi, on devait faire une vidéo pour expliquer tout ça. Donc, on a joué le jeu, on a fait une belle vidéo qui a marché. Et en fait, eux, ce qu'on a moins apprécié, c'est que à la télé, ils nous ont sorti dans la 3 ou 4e émission, faire passer un peu mieux de Ah ouais, parce que c'est vraiment, en fait, ils mélangent tous les tournages et ils vont créer une émission en fonction de. Et puis, le premier parcours est le même à tout le monde. Le premier obstacle. Après, c'était différent. Mais nous, vu qu'on n'a pas passé plus loin, ils pouvaient nous mettre où ils voulaient, tu vois. Exactement. Donc, ils nous ont fait passer en 3 4e émission. Donc, déjà, toutes les semaines, on disait, ouais, ça va être là, ça va être là. Entouré de bodybuilders un peu beauf à l'époque. Ouais. Enfin, beauf. C'était des mecs vraiment, ouais, voilà, qui venaient un peu et qui, en fait, qui physiquement, à part la muscu, enfin, je veux dire, nous, on est quand même des sportifs de base. Bon, bref, c'est pas grave. Ils font leur truc à leur manière. Nous, on a signé le contrat, mais c'était pas super cool. Et en plus de ça, moi, j'appelle ma mère. Je sais pas si tu te souviens, j'appelle ma mère. Je lui raconte, je suis tombé. Ma mère, elle me croit pas au téléphone. Et je sais que même au moment où je raccroche, ouais, ça te dit, elle va me rappeler et il me fait une blague. Il va me rappeler, tu vois. Et là c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait chier, mais vraiment, tu sais, de décevoir comme ça. Après, voilà, on en a rigolé et tout. On nous a parlé de cette émission pendant des années. En fait, c'est un échec personnel. Après, les gens, des fois, ils l'interprétaient mal. Physiquement, honnêtement, la première épreuve, on l'a passé tranquille. Bref, mais surtout un échec, parce que tu peux pas recommencer. Un échec un peu d'être déçu, on était les premiers. En fait, nous tous, on a dit, nous, l'année prochaine, on refait. Après, on n'a jamais été réinvité. Il y avait même plein de gens qui on a ont dit, redemandé plein de fois. Et ça moi, je fais les castings, je vous mets dedans. On n'a jamais été pris. Ouais, enfin, et le lendemain, directement, on a demandé à participer à la à l'émission l'année d'après et ils nous ont dit on reprend pas ceux qui ont déjà fait. Et en fait, c'était faux. Il y en a qui sont passés plusieurs fois à Ninja Warrior. C'était pas intéressant. Mais après, en soi, on n'a pas de rancœur envers Ninja Warrior ou TF1 ou quoi. On comprend et on comprend le principe. Et juste pour on finir, a la haine envers nous en fait d'avoir été un peu con comme ça et mauvais en fait. Et juste pour finir, sur les 10-15 premiers qui passent après nous, tout le monde tombe. Tout le monde tombe sur cet exercice-là. Ils disent attendez, on coupe le tournage. Ils vont essuyer toutes les plateformes et à partir de là, les gens commencent à réussir. Donc voilà. Bref, c'était un échec personnel. Pas tellement, on n'a pas perdu de sous, c'est pas pour Body Time, mais c'était un échec personnel où voilà, on nous chambre souvent. Voilà. Et juste pour finir, on a souvent fait après dans des parcs, on va dire à 90% du temps, on termine le parcours dans les parcs.
T'as pas la même pression, il n'y a pas d'humidité, c'est pas pareil. Donc c'est pas parce que tu le fais une fois dans le parc que tu te sens. Ouais, les parcours qui en gros qui reprennent les trucs de Ninja Warrior. Un ou deux potes, ouais, moi je pense que je suis meilleur et tout, on y va. Nous on finit le truc et lui il tombe 5 fois. Je dis mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose qu'à la télé au bord de l'eau. Échec suivant, vous l'avez peut-être suivi aussi, Body Time Girls. On a voulu lancer une chaîne YouTube avec des filles parce qu'on pense vraiment qu'en France il y a un marché à prendre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de fitness girls vraiment. On va dire qui vendent beaucoup de programmes connus. En tout cas, on pense qu'il y a un marché. Il y en a, mais il y a encore de la place. Voilà, parce que bien sûr, il y a Sissi Mua qui cartonne et franchement, c'est super ce qu'elle fait. Voilà, Lucille Fitness qui cartonne et c'est super ce qu'elle fait. Voilà, il y a plusieurs filles comme ça. On se disait, nous, on peut encore, voilà, il y a de la place entre guillemets. Il y a énormément de mecs, on est très nombreux et il y a vraiment finalement peu de filles. Enfin, il n'y a pas beaucoup de filles par rapport au nombre de mecs. Donc, je pense que les youtubeuses dans le fitness, voilà, il peut y en avoir et qui vendent aussi des programmes. Et nous, c'était notre projet, les faire monter sur la chaîne Body Time Girls et bien sûr par la suite qu'elles aient des programmes, notamment des train with me mais typés donc féminins, où vous suivez elles pour vous entraîner comme elles, que ce soit en salle ou à domicile. Voilà. On voulait créer un duo un peu comme nous, voilà, vraiment que ce soit la version féminine de Alex et PJ, mais vraiment dans leur style à elles, avec leur personnalité à elles. C'était juste nous ce qu'on mettait en ce qu'on proposait. L'offre c'était ça. C'était un travail rémunéré, c'est-à-dire que tu étais sûr d'avoir une rémunération tous les mois. C'était via une prestation, mais c'était 1500 € par mois. 1500 € par mois. Tu touches pour 1500 €. Ouais, voilà. Pour 2 jours de travail, donc de tournage, il fallait préparer tes vidéos. Donc les filles devaient préparer les vidéos. Par contre, elles avaient un caméraman à disposition, le monteur, les salles de sport, avec les accès aux salles de sport, les tenues de sport. En fait, tout ce que, voilà, nos vêtements, nous on a pas mal de partenaires avec les salles et tout. Donc elles étaient plutôt bien et on leur demandait juste en fait d'être dispo le jeudi et vendredi pour soit faire des vidéos, soit faire des photos aussi pour les vêtements. Et des fois, c'était 15 jours sur les deux. Et après, en fait, on a fait un grand casting. Vous avez peut-être vu ça en France, sauf qu'on a vu pas mal on a reçu énormément de mails, on a vu pas mal de filles. Et après, en fait, on n'a jamais réussi vraiment à trouver une alchimie où on avait des filles qui avaient envie. Donc après, on les obligeait à préparer les vidéos et à valider les vidéos. Mais nous, ça nous prenait du temps. C'est pas forcément bien préparé parce qu'il faut être motivé. Il faut aussi alimenter ses réseaux sociaux régulièrement pour réussir à percer. Et en fait, c'était le deal de publier tous les jours un post sur Instagram, de faire des stories à l'entraînement, de faire des stories quand elle mangeait. C'était pas, il fallait pas en faire 50 000. Nous, au début, on n'avait pas donné de chiffres en disant faut faire au moins ci ou au moins ça. Pour nous, c'était vous voulez percer sur les réseaux sociaux en tant que fitness girl. Si tu fais pas de story, que tu mets pas de photos Insta, tu vas rien percer. Enfin, ça c'est logique. Et surtout, ce qu'on a fait nous, où on a dû se démerder à faire nos montages, filmer nous-mêmes avec l'iPhone, ou ce que plein de gens vont dire, mais on avait un travail à côté. Et il y en a plein, elles vont nous dire ouais, mais c'est un job de rêve, prenez-moi et tout. En fait, on a essayé différentes personnes et ça a jamais matché parce que entre dire je suis grave motivé et je suis bosseur ou bosseuse et l'être réellement, il y a une vraie différence. Le dire c'est bien, le faire c'est ce qui concrétise vraiment les choses. Après, peut-être que la méthode que nous on a employée, ou peut-être que cette formule-là, c'est aussi nous qui avons peut-être fait une erreur à ce moment-là. On n'incrimine pas les filles qui ont bossé avec nous. C'est juste que ça correspondait pas à ce que nous on voulait à ce moment-là et que la sauce elle n'a pas pris tout simplement parce que il faut qu'il y en a vraiment envie, dont c'est la passion, qui vivent le truc, qu'ils le ressentent. Peut-être que c'était pas le cas ou peut-être que ce qu'on demandait je sais pas, peut-être qu'elles voulaient faire comme nous ou qu'on avait donné des indicatives peut-être qui étaient trop précis. Enfin, je sais pas. On sait pas vraiment où ça a pêché. Après, on a essayé 2 fois. On a essayé 1 an quand même. On a essayé 1 an et dans le sens où c'est un échec, c'est que financièrement ça nous a coûté cher. Donc imaginez 2 filles à 1500 € par mois. En fait, on avait calculé après, tu te souviens, donc on avait cadreur plus montage, c'était à peu près l'équivalent de 1500 à 2000 par mois pour que leurs vidéos et leurs photos. 3000 par mois de salaire, donc ça faisait un 4500, 5000. On a fait ça pendant 1 an, on estime entre 50 et 60 000 €, on va dire, la dépense. Quand on regarde à côté, on a une chaîne YouTube qui est montée à 5-6 000 abonnés, un truc comme ça. Bon, pas de vente de programme ou quoi que ce soit, on n'était pas là, mais nous, c'était pas, on s'était dit dans 1 an, on veut 100 000 abonnés YouTube, mais on voulait sentir qu'il y a un truc et c'était pas le cas en fait. Et quand on a insisté, on a essayé notre équipe, on a essayé différemment, on a essayé de remanier les vidéos, on a senti que voilà, ça prenait pas. À un moment donné, quand un truc marche pas, il faut se faire une raison et passer à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait, je pense. Peut-être qu'un jour on relancera pas l'idée. Moi j'aimerais bien, je trouve que vraiment, je pense qu'on avait une bonne idée, je pense qu'on a une très bonne méthode. Est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas, mais on a une très bonne méthode pour réussir. Après, ça n'a pas marché cette fois-là. Peut-être qu'en changeant 2-3 petites choses, on y arrivera mieux la prochaine fois. 5e échec. Alors peut-être qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont même pas vu passer tellement ça a duré peu
peu longtemps, mais c'était Bérine. On a monté la société Bérine qui a tenu 6 mois. Ouais, même pas. Même pas 6 mois. 4-5 mois. Donc ça commence par PJ m'appelle et me dit ouais, genre on s'est fait contacter par un gars. En gros, il veut qu'on fasse un partenariat. Lui, il a des baies, une baie qui vient du Congo et en gros qui sucre tes aliments, mais il n'y a pas de calories, etc. Je me dis mais c'est quoi, c'est genre la stevia? Non, c'est un truc en fait. T'as l'impression que c'est sucré, mais c'est pas sucré et tout. Bref, ça nous intrigue. Tu prends rendez-vous avec lui, il vient. Ouais, ils viennent au bureau. Ils viennent au bureau, ils nous font tester le truc. On est choqués. C'est-à-dire que c'est une petite baie qui s'appelle la Miraculine. Avec cette baie, en fait, tu la mets dans ta bouche, tu tapisses ta langue, ton palais pendant 40 secondes, je crois 40 ou 1 minute. Et après ça, tout ce que tu vas manger d'acide ou d'amer, en fait, tu le sens sucré. C'est-à-dire que nous, il nous fait goûter du jus de citron ou même croquer dans un citron. Ok, c'est acide. On prend la baie, on tapisse. C'est incroyable. Tu croques dans le citron comme si c'était un bonbon. Ça, t'as l'impression. C'est sucré, mais c'est incroyable. Donc nous, on se dit c'est incroyable parce que nous, on voyait l'effet que tous les gens, nous qui sont en mode objectif perte de poids, perte de gras, ils aiment quand même ce côté sucré. Et là, en fait, ça sécrète pas de pic d'insuline, donc ça modifie pas ta glycémie. Et il y a vraiment 0 calories et c'est un truc naturel qui pousse sur les arbres. Donc on se dit c'est vraiment bien. En complément, nous, des choses pour aider les gens à perdre du poids, c'est vraiment bien. Et en plus, il nous dit c'est pareil avec l'amertume. Ah oui, ouais. Deuxième point important, amertume, chocolat noir. Chocolat noir, il disait même le café. Le café, t'as pas besoin de mettre de sucre et tout. Donc tout de suite, on fait ça. Pour les gens, c'est incroyable. Ceux qui aiment trop leur café sucré et tout là, vraiment, on a trouvé un truc et c'est mieux que d'édulcorant. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, on crée une société où on s'associe à 50-50 avec eux. Donc, ils étaient 2, on était 2. Et en fait, on lance le truc et nous, en fait, assez rapidement, je pense qu'on s'est trop vite associés avant de plus faire de tests. Ça a été un peu notre erreur. On a été. En fait, on voit les limites. On voit vite les limites du produit. Premièrement, c'est qu'avec l'acidité, l'amertume, ça marche pas. Ouais, chocolat noir, ça reste du chocolat noir. Le café, il reste amer. Personne dans notre entourage n'a senti une différence avec l'amertume. Ouais, non. Nous non plus. L'acidité, en fait, bien sûr, ça marche. Mais par exemple, tu vas manger une salade de tomates qui est salée, elle va être sucrée. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, après, sur le citron, sur une clémentine, les premiers jours, on va dire même, ça dure quand même 2-3 semaines, on est plutôt satisfait, conquis. Et puis au bout d'un moment, on commence à se dire quand même un peu, c'est vrai, mais limite, je préfère. Comme tu dis, quand tu manges une tomate, je préfère qu'elle n'ait pas un goût sucré. Quand tu manges une clémentine, ça devenait tellement sucré que limite, c'est plus agréable. C'est un dessert, c'est un peu bizarre. Donc c'est limite pas bon. Et on commençait à avoir la réflexion de se dire, et le problème, c'est qu'on garde vraiment trop cette addiction au sucre. Donc ça veut dire qu'après, le jour où tu manges une clémentine, t'as pas pris ta Bérine, en fait, t'as l'impression qu'elle a pas de goût, alors que de base, elle est sucrée, tu vois. Donc, on commençait un peu à se remettre en question et tout. Et surtout, on savait pas quoi répondre aux clients qui nous disaient comment l'utiliser. On disait, j'avoue que. En fait, si par exemple, il faut que tu rajoutes quelque chose d'acide pour le rendre sucré. Tu vas faire un gâteau, il faut que ce soit au citron, à l'orange. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose d'acide si tu veux retrouver le goût sucré. Si tu n'as pas justement cette acidité-là, tu n'as pas le goût sucré. Donc, je sais pas, moi, il y a pas mal de trucs qui sont acides, mais au bout d'un moment, en fait, tu manges toujours des trucs au citron. Ça a tout le même goût, quoi. Ouais. Ton yaourt, tu veux qu'il soit sucré, tu fais quoi? Tu mets du jus de citron, tu prends une Bérine, ok, tu as un yaourt au citron sucré. Mais tous les jours, tu vas manger un yaourt au citron. Ouais. Donc, on y voit assez vite les limites. Une autre limite aussi, dont on va vous dire franchement, c'est qu'on se rendait compte que si ça explosait, on pouvait se faire avoir dans tous les sens. Dans le sens où un des 4 associés, donc celui qui, le premier qu'on avait vu, ça venait de ses terres à lui, les baies. Et eux, ils avaient une autre société qui vendait des baies aussi. Donc ils avaient gardé leur société et nous, on en avait créé une à 4. Si nous, on en faisait la promotion, on développait tout et que demain, ça cartonnait de chez cartonné, c'est logique que lui, s'il y a des ruptures de stock ou s'il faut vendre à fond, il allait se servir de sa société avec qui ils étaient juste deux des associés. Et ils n'allaient pas passer par nous. Et puis c'est ses terres. Et puis après derrière, nous on n'avait plus accès aux baies. Et voilà. Donc on se disait dans tous les cas, si ça cartonne, nous on va être mis de côté. Et puis en plus de ça, on envoyait les limites et on le consommait plus. Alors, en fait, sur tout ça, le point, c'est que les 2-3 premières semaines, on l'a grave consommé. Nos femmes, machin, consommaient. Et en fait, petit à petit, on le laissait dans la cuisine, on le consommait plus. Et là, du coup, on a eu cette réflexion un peu de si nous on le consomme pas, c'est compliqué de faire de la pub, sachant que nous, on le prend pas. Les gens, ils se rendent bien compte que, nous, je veux dire, on n'aime pas, on va pas faire semblant. Je prends ma baie alors c'est pas vrai, voilà. En fait, c'était un jeu après la baie. C'était je t'ai pas fait tester. Exactement. Prends le citron, mange la baie, remange le citron. C'est récréatif, mais c'est marrant. Mais au quotidien, il y a pas. Nous, on voyait pas tellement d'intérêt. Mais il y a peut-être un futur à cette baie. On dit pas que c'est de la merde, on dit pas que c'est nul et tout. Sinon, on n'aurait pas, bien sûr, investi dedans et on se serait pas lancé là-dedans. Mais et ça, du coup, on a dû payer pour créer la société. On a peu rentré d'argent, donc ça a quand même payé les frais, création de société, machin. Je sais plus, on a dû. Oui, ça n'avait pas coûté très cher.
tu payes le dépôt à l'INPI, enfin voilà, on va dire tu as 2-3 000 € pour création de société, tu es remboursé avec ce qu'on a vendu, après on a dû repayer l'avocate pour se séparer, donc en gros, voilà, ça nous a rien coûté, on a pu se séparer comme ça, sachant qu'en plus, on était 4, des décisions à prendre à 4 et tout, c'était un peu plus compliqué, nous on a vraiment la même vision, c'était pas forcément le cas aussi avec les deux autres personnes, donc eux ils avaient leur vision, nous la nôtre, c'était un peu conflictuel, donc on s'est dit voilà, eux comme nous, je pense que c'est mieux qu'on arrête là. Au final, on n'a pas perdu de sous, on n'en a pas gagné et voilà, ça reste quand même un échec parce que quand tu te lances dans une société, tu peux prendre du temps. Et puis tu lances pour que ça marche, tu lances pour que ce soit une réussite et que le produit fonctionne et puis gagner de l'argent derrière. Donc ça n'a pas été le cas. Donc c'est un échec. Un échec, et on en a beaucoup d'autres. Il y en a un petit dernier qu'on veut vous exposer. Ça fait des années maintenant. On a acheté des machines, des brodeuses. C'est pas une petite brodeuse à une tête, une vraie brodeuse professionnelle pour broder. 16 ou 18 fils, je crois, si tu veux en même temps. C'est un vrai truc, quoi. On a commencé par la brodeuse. En fait, on voulait concevoir aussi des vêtements. Par exemple, faire des sweats. Quand tu fais un sweat, un hoodie, un sweat à capuche, la plupart du temps, c'est toujours la même coupe. Ce qui va changer, c'est le logo. Et en fait, nous, on voulait vraiment coller avec l'actualité parce qu'on se rendait compte qu'en fait, on faisait parfois, maintenant, on a réglé le problème, mais à l'époque, on dessinait un truc avant qu'il arrive et avant qu'on le mette en vente, parfois ça prenait un an. Et au bout d'un an, tu as le temps de te lasser, que la mode elle soit un petit peu passée. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est ok, on prend des suites, on fait dessiner des sables, des coupes qu'on aime bien, tout ça, mais après, pour mettre les broderies, tout ça, on va acheter une brodeuse, quelqu'un qu'on va former qui va nous faire la broderie, etc. Et surtout, pourquoi on l'avait acheté, c'était on voulait personnaliser les vêtements. C'est-à-dire que chaque personne reçoive son vêtement personnalisé. Imagine avec c'est écrit PJ voilà, ou ce que tu veux. Les initiales, le nom de, je sais pas moi, de ton club, une petite citation, peu importe, un logo que toi t'aimes bien. On n'a pas lâché l'idée quand même. On n'a pas lâché l'idée parce qu'on aurait vendu la machine, on l'a acheté neuve, elle est toujours neuve, elle fonctionne pas. On a voulu faire ça, sauf derrière on a acheté aussi parce que c'est un vrai métier la broderie. Faut pas penser que c'est pas facile. Tu mets un logo, tu appuies sur un bouton et il se brode. C'est un vrai métier. On le savait pas au début. On a fait l'erreur d'aller un petit peu vite, d'acheter la machine, tout ça. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'il fallait se former, bon, ça a pris un peu de temps. On a trouvé des gens qui pouvaient nous former. Et après, il fallait se former aussi au graphisme parce que c'est un logiciel spécial que tu rentres dans la brodeuse. C'est-à-dire, c'est pas un graphiste, il te sort un logo, tu le mets dans la brodeuse. Il faut le recréer dans la brodeuse, tout ça. On a mis du temps à trouver qu'il y avait des sociétés qui faisaient ce transfert-là, mais en fonction de la matière, de l'épaisseur. En fait, le logo, il rend jamais de la même manière. Donc, c'est vraiment un métier. On a cherché des formations, sauf que, à cette époque-là, nos collaborateurs qui travaillaient avec nous et qui devaient s'occuper de ça, nous, on avait plein d'autres projets. On leur laissait un petit peu ça. On pensait que ça allait avancer, etc. Ça ne l'a pas fait pendant plusieurs années, je pense. Ouais, bien 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. On a essayé et tout. On a mis ça un peu de côté. On la garde. On a toujours cette idée en tête. Maintenant, le but, c'est pas de faire des gros logos, tout ça, parce qu'on arrive à produire très vite. Donc, c'est plus le problème. Très vite et en plus, à moindre coût, parce que c'est encore des plus grosses machines, c'est plus industrialisé. En tout cas, la personnalisation et notre idée de départ, la base, c'était qu'on voulait vraiment personnaliser pour chaque personne et tout. On l'a toujours en tête. On veut toujours le faire. C'est juste que vous vous rendez compte, avec tous les projets et tout ce qu'on lance, c'est à chaque fois, c'est mis un peu de côté et on repousse ça plus tard. Vraiment, je pense que la personnalisation refera. Après, à la base aussi, ils disaient les couleurs, c'est qu'on voulait des gros logos à l'époque et c'était avec beaucoup de couleurs différentes. Parce que c'est juste pour faire un logo Bodytime blanc sur une veste, ça on sait l'utiliser la brodeuse. C'est voilà, à l'époque, on voulait faire des trucs beaucoup plus sophistiqués, plus compliqués. Voilà, notamment pour Hades, ouais, on a mis de côté. Derrière, on s'est dit, ok, bon, la broderie, c'est un métier, c'est super compliqué, etc. On va acheter une machine à floquer, une presse. Et voilà, presse, en fait, exactement la même chose. C'est bien sûr, c'est aussi quand même un métier, il faut avoir un minimum de savoir-faire. Ça prend quand même du temps. Puis nous, on a revu en fait toute l'organisation de la société. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça de côté pendant un moment. C'est un échec temporaire, mais on est persuadé en tout cas que la personnalisation, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est quelque chose qui est kiffant. Ce serait payant, mais par exemple, c'est-à-dire que tu commandes un ensemble, tu peux mettre tes initiales, on déciderait à un endroit, que ce soit sur la manche, sur l'épaule ou quoi, mais tu peux le personnaliser le truc. Et l'avantage, voilà, ça devient vraiment le tien. L'inconvénient que nous, on doit trouver, c'est que derrière, tu peux pas avoir d'échange, c'est-à-dire que tu dois commander ta bonne taille, bien sûr, ce serait payant. Et voilà, et donc il y a 2-3, on va dire, petites choses un peu comme ça, où il faut que la personne soit sûre de la taille, parce que tu peux pas l'échanger. Mais je trouve que voilà, donc comme il dit, mettez en commentaire si vous, genre, ce serait un truc qui vous intéresse qu'on développe sur Bodytime. Et après, on avait pensé plein de fois, pour nous, c'est payant, ça prend du temps, etc. Mais à la base, c'est un service qu'on voulait faire gratuit. Je sais pas si tu te souviens. Sur Hades surtout. Sur Hades, on voulait que ce soit gratuit et que ce soit vraiment la plus-value du produit, etc. On n'est pas bloqué, en tout cas, on n'est
pas arrêter là-dessus. Ce qu'on veut, c'est déjà réussir à le faire pour voir si ça plaît aux gens. Donc dites-nous vraiment dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Mais voilà en tout cas nos échecs autour de Bodytime. Je pense qu'on en a oublié, donc il y a moyen. Sûrement 2-3 trucs. Il y a moyen qu'on refasse une vidéo si vraiment celle-ci vous a plu, que vous l'avez liké à fond. Il y a un truc de sûr, Panthéon Business Club, ce sera pas un échec. On bosse encore dessus là, tu vois, l'aéroport on bosse dessus. Pensez à rejoindre le site panthéonbusinessclub.com et bien sûr le Discord, vous avez toutes les infos dessus. Et là vraiment vous allez voir, ça va être une dinguerie justement pour éviter ces échecs. On va partager aussi nos cartes d'adresse, soit pour les saps, soit pour plein de choses. Et vraiment on ne perdrait pas tout le temps peut-être que nous et d'autres entrepreneurs qui seront dans le groupe vont perdre. Exactement, en gros faut vivre les échecs comme des expériences. On perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. On a pas mal appris avec ces échecs. À côté, bien sûr qu'on a eu beaucoup de réussites. Et ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup plus de réussites que d'échecs pour réussir d'une manière générale dans la vie. Tous les entrepreneurs ont des échecs. Maintenant, le but, c'est d'en avoir le moins possible pour arriver le plus possible vers ses objectifs. Et c'est justement pour ça qu'on a créé le PBC, Panthéon Business Club. Donc, tous ceux qui veulent entreprendre, soit qui ont une idée, qui ont déjà un biz, qui veulent le développer, qui veulent s'entourer, qui veulent s'associer, qui veulent se former, parce qu'il y a les meilleurs formateurs de France, que ce soit la crypto, l'immobilier, la bourse. Il y a les plus gros entrepreneurs français. On a l'histoire de la franchise la plus fulgurante. Il y a Patrick Pellonero, fondateur de Otakos, qui vous donne tous ses conseils dans le PBC. On a les fondateurs de Fitness Boutique. On a des très gros entrepreneurs. On a les meilleurs formateurs. On a les Tammy Cabage, on a Christopher Wangen, on a Théophile Hélier, Taylor Chiche et encore plein d'autres. Parce que bien sûr, il y a des gens avec qui on est en discussion. Mais le but, c'est d'avoir le top du top, les meilleurs dans chaque domaine. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est des gros événements. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas louper ça. 2022, début 2022. Et c'est donc pour ça qu'on travaille depuis des mois, parce que c'est notre plus gros projet, en tout cas, celui qui nous tient le plus à cœur, où on va être à fond dedans. Donc rejoignez-nous dans le Discord, sur le site internet aussi, panthéonbusinessclub.com. Janvier 2022, ça va être la folie. En tout cas, ça commence à faire pas mal de bruit. Bon, encore une fois, désolé pour les conditions. On fait tout, on donne tout pour que début 2022, ça soit la folie. Et on va faire tout exploser avec le Panthéon Business Club. On espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.